Début juillet 2023, Émile, un enfant de 2 ans et demi, s'est volatilisé au Haut-Vernay, un hameau tranquille dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Tout le monde connaît son visage car c'est sans doute le mystère de l'été 2023 en France. Ça fait aujourd'hui 2 mois que le bambin a disparu sans laisser de traces et on va faire aujourd'hui le point sur cette affaire à la fois complexe et obscure. J'avais déjà fait une vidéo sur la disparition d'Émile 11 jours après les faits, donc je ne vais pas refaire une présentation complète des faits. Je vais tout de même vous résumer l'affaire en vous présentant des éléments nouveaux et aussi les pistes qui semblent les plus probables à l'heure actuelle. Le 8 juillet 2023, Émile est en vacances chez ses grands-parents maternels qui ont la cinquantaine et sont propriétaires d'une maison au Haut-Vernay, un hameau de 25 habitants perché à 1200 mètres d'altitude. Le couple a de nombreux enfants dont l'aînée, Marie, 26 ans, est justement la mère d'Émile. Marie a déposé son fils chez ses parents le samedi matin avant de rentrer à la Bouilladis, non loin de Marseille, où elle vit avec son mari et leurs 2 enfants. Ce samedi 8 juillet vers 17h15, Émile aurait disparu en quelques secondes juste devant la maison de ses grands-parents. Il aurait échappé à leur vigilance pendant que le grand-père chargeait le coffre de sa voiture avec des piquets et un fil électrique destiné à un enclos pour ses chevaux. Quand le grand-père s'aperçoit que Émile n'est plus là, il ne s'inquiète pas tout de suite parce que l'enfant connaît bien le coin. Il a l'habitude de marcher autour de la maison et décrit comme débrouillard, Émile aime suivre les papillons. Il a donc très bien pu s'éloigner seul sans que ses grands-parents ne s'en aperçoivent. Pendant 3 quarts d'heure, famille et voisins cherchent alors le bambin vêtu d'un t-shirt jaune et d'un short blanc. Sans résultat. Et à 18h12, la grand-mère affolée alerte alors la gendarmerie. Vers 18h40, moins d'une heure et demie après la disparition de l'enfant, les premiers gendarmes arrivent au Haut-Vernay. Et ils prennent tout de suite la situation très au sérieux. Un hélicoptère survole le secteur, et plusieurs chiens pisteurs, dont un Saint-Hubert au flair extraordinaire, seront amenés sur place et suivront la trace olfactive d'Émile jusqu'à une fontaine, à une 60aine de mètres en contrebas de la maison familiale. Mais à la nuit tombée, l'enfant reste introuvable. Le dimanche 9 juillet, le lendemain de la disparition, l'opération de recherche monte en puissance. Une centaine de gendarmes explorent les lieux et on lance un appel à témoins pour disparition inquiétante. Des battues citoyennes sont organisées et durant 2 jours, 800 bénévoles arpentent la région sous une chaleur écrasante. Au départ, on a l'espoir de retrouver assez vite l'enfant sain et sauf, parce qu'on sait que dans les cas de disparition d'enfants, les premières heures sont cruciales. Mais 48 heures après le démarrage des fouilles, on n'est toujours pas parvenu à localiser Émile, et étant donné qu'il est exposé aux éléments, le pronostic vital est engagé. Les forces de l'ordre vont ratisser très large autour du Haut-Vernay, dans un rayon de 5 km autour du lieu de la disparition. 97 hectares de terrain vont être vérifiés par les gendarmes qui ne délaissent pas pour autant le hameau. Ils ne laissent rien au hasard. Ils fouillent dans les maisons, les voitures et même les congélateurs, car un certain nombre d'enfants décèdent en se cachant dans une voiture ou un congélateur. On s'intéresse au village parce que les chiens pisteurs ont marqué près de la fontaine et Émile aurait été aperçu aussi par 2 habitants vers 17h15, juste après avoir échappé à l'attention de son grand-père. Les 2 témoins, un retraité et un adolescent, auraient vu le bambin descendre seul la rue en pente. Ils n'ont pas été choqués parce que les enfants ont l'habitude de circuler librement dans le village où tout le monde se connaît. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de circulation au Haut-Vernay, ça n'est pas une zone de passage car c'est un cul-de-sac et les voitures ne peuvent pas monter plus haut. Selon les témoins, Émile aurait donc continué à déambuler le long de la rue jusqu'à la fontaine, l'endroit précis où on a perdu sa trace. Mais tout n'est pas si simple parce que si ces 2 témoignages paraissent capitaux au début de l'affaire, les gendarmes vont se rendre compte petit à petit qu'ils ne concordent plus tout à fait. Car l'un des témoins dit avoir aperçu Émile descendre vers le cœur du hameau et l'autre témoin l'avoir vu remonter. Donc on ne sait plus vraiment qui croire. Et c'est un fait, des témoins même de bonne foi peuvent se tromper. Ils pourraient même se créer de faux souvenirs. Donc il y a déjà un problème avec les témoins, mais il y en a un autre avec les chiens pisteurs. Le Saint-Hubert, qui est le chien le plus performant en la matière, a bien marqué près de la fontaine. Il a bien repéré la trace olfactive de l'enfant. Mais si ça se trouve, cette trace olfactive ne remontait pas au samedi à 17h15. Elle était peut-être plus ancienne dans le cas où Émile serait venu à cette fontaine plus tôt dans la journée ce samedi-là. Il existe donc un doute. Suite à la disparition inquiétante du garçonnet, les gendarmes effectuent de nombreux actes d'enquête. Ils saisissent notamment des objets, entendent des habitants et font de multiples vérifications. Par exemple, ils passent les ballots de paille au détecteur à métaux.
car Émile a disparu lors de la saison des foins et on craint qu'il ait été happé par un engin agricole. Pourquoi des détecteurs à métaux ? Eh bien parce que Émile portait un short dont les boutons étaient en fer. Les gendarmes vérifient donc beaucoup de ballots de paille, seulement ils ne trouveront rien. Est-ce que Émile aurait pu s'aventurer dans un champ ? On ne sait pas, parce que, d'après son grand-père, il n'aimait pas aller dans les hautes herbes. Néanmoins, l'enfant aurait pu être renversé sur une route par un tracteur ou une voiture. Un agriculteur du coin âgé de 16 ans, connu pour rouler vite au Haut-Vernay, sera d'ailleurs interrogé. Il sera questionné, mais ça ne donnera rien. Durant le mois de juillet, les gendarmes vont effectuer un nombre très important de levées de doute. Par exemple, les gendarmes vont prélever du sang suspect dans la camionnette d'un artisan. Des analyses vont être effectuées, seulement elles vont déterminer qu'il ne s'agit que de sang animal. Par ailleurs, une dalle en béton coulée dans une bergerie au moment de la disparition d'Émile sera détruite par les enquêteurs. Mais là encore, ils ne trouveront rien. Accident, homicide involontaire, enlèvement par un maniaque ou une femme en mal d'enfant, piste familiale, toutes les pistes sont envisagées par les forces de l'ordre dans cette affaire, mais aucune hypothèse n'est privilégiée plus qu'une autre. Le 18 juillet, le procureur de Digne-les-Bains annonce l'ouverture d'une information judiciaire au vu de la complexité de l'affaire. Et 2 juges d'instruction sont co-saisis. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent. En effet, près de 1600 téléphones portables ont borné dans le secteur au moment de la disparition d'Émile, et 1400 signalements téléphoniques ont été reçus suite à l'appel à témoins. L'accès au hameau du Haut-Vernay est par période interdit aux étrangers pour ne pas gêner le travail des enquêteurs et aussi éviter tout tourisme morbide. On sait que dans ce genre d'affaires, on s'intéresse forcément à l'entourage familial. Et dans le cas d'Émile, l'attitude de la famille surprend certains observateurs. Car la famille d'Émile est décrite comme très discrète, ultra-catholique et un peu repliée sur elle-même. Les enfants sont par exemple scolarisés à la maison. Vu le mode de vie différent de cette famille, ça ne manque pas d'entraîner des rumeurs et des débordements notamment sur les réseaux sociaux. Inondés de propos haineux, un groupe Facebook de soutien aux proches d'Émile sera même fermé. Très croyante, la famille d'Émile communique peu et préfère se réfugier dans la prière. Mais selon des personnes proches, elle serait dévastée par le drame. Même si elle se fait très discrète, la famille d'Émile se constitue malgré tout partie civile le 9 août 2023, ce qui lui permet d'avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat. Depuis le début de l'affaire, la famille paraît recluse dans le silence. Mais le 29 août, il y a quelques jours, Colomban et Marie, les parents d'Émile, s'expriment publiquement pour la première fois depuis sa disparition dans le magazine Famille chrétienne. Ils remercient tous ceux qui les ont épaulés dans l'épreuve et répondent aux contre-vérités concernant leurs croyances et opinions politiques. En effet, ils ont été décrits par certains comme des illuminés et d'extrême droite, ce qui est faux selon eux. Du point de vue des parents de l'enfant disparu, on a voulu salir leur réputation en révélant des informations erronées sur leur vie privée alors que seule la disparition d'Émile est réellement importante. Ce qui est on ne peut plus vrai. Ceci dit, est-ce que la famille d'Émile, qui est décrite comme très à droite, n'aurait pas des ennemis ? Parce qu'une autre information troublante a été révélée dans les médias. En 2019, 3 ans avant la disparition d'Émile, une autre maison de son grand-père a été détruite par un incendie d'origine criminelle dans le hameau du Boulard. Pour mieux comprendre de quoi on parle, il faut remonter en 1967. Cette année-là, l'arrière-grand-père d'Émile et plusieurs de ses amis avaient acheté la majeure partie du hameau du Boulard, situé sur la commune de Beaujeu, à environ 10 km du Haut-Vernay. Ils s'étaient installés tous ensemble, un peu en communauté, dans ce village isolé, cependant leur opinion politique marquée très à droite aurait déplu au reste du village. Un conflit aurait alors débuté, coupant le hameau en deux, et des tensions seraient même apparues au sein du groupe d'amis. Et des décennies plus tard, le 22 mars 2019, plusieurs maisons dont celle du grand-père d'Émile au Boulard ont été ravagées par les flammes. Et il s'agissait d'incendies d'origine criminelle car des dispositifs de mise à feu ont été découverts. Par chance, ces maisons étaient inoccupées à cette période. Et le ou les responsables n'ont jamais été identifiés. L'affaire est restée non élucidée. Je ne peux pas m'empêcher de voir un lien entre ces incendies de 2019 et ce terrible drame qui les touche aujourd'hui. A déclaré un ancien proche de la famille. Vu ce précédent, il faut donc se poser la question, et si les parents d'Émile avaient fait l'objet d'une vengeance ? Nous en reparlerons dans quelques instants quand nous passerons en revue les différentes théories envisageables. En ce qui concerne le sort de leur fils, les parents d'Émile disent garder espoir. En tout cas, il faut être très clair, il est important de dire que aucun membre de la famille d'Émile n'a été mis en cause par la justice jusqu'à présent dans cette affaire. Et aujourd'hui, 2 mois après le drame, les investigations continuent discrètement au Haut-Vernay. Les enquêteurs de la section de recherche de Marseille, épaulés par une poignée de gendarmes locaux, travaillent sans relâche. Ils effectuent toujours des levées de doute, épluchent les emplois du temps, vérifient et recoupent les déclarations de toutes les personnes qui ont été entendues jusqu'à présent.
pour faire ressortir d'éventuelles incohérences. Et des habitants sont encore régulièrement auditionnés. Depuis le début de l'affaire, un travail colossal a été effectué. Et les gendarmes utilisent notamment un logiciel informatique, Anacrim, pour analyser la masse considérable de données accumulées, qu'il s'agisse des 1600 bornages téléphoniques ou des 1400 signalements effectués suite à l'appel à témoins. Peu d'informations filtrent de l'enquête et questionné par la presse, le parquet n'a pas souhaité faire de déclaration. Et d'après ce qui est écrit dans la presse, aucun élément probant ne serait pour l'instant ressorti des 2 mois d'investigation. Donc voilà où on en est à l'heure actuelle, donc début septembre 2023, on ignore toujours ce qui est arrivé à Émile. Et les autorités n'excluent, semble-t-il, toujours aucune hypothèse. Le problème, c'est que dans cette affaire, le champ des possibles est très large. Face au mystère, certains ont avancé des hypothèses sortant un peu de l'ordinaire, comme par exemple l'attaque par un animal sauvage, ou plus particulièrement l'enlèvement par un rapace. Mais autant vous dire que ce scénario paraît assez peu vraisemblable, parce que déjà, on n'a pas connaissance d'une affaire de ce type ailleurs dans le monde, notamment dans les parcs nationaux américains. Et dans le cas d'Émile, c'est très peu probable parce que, bien qu'il y ait des aigles royaux dans les Alpes, ils pèsent en général 7 kg grand maximum pour les femelles et 4 kg pour les mâles. Et il faut savoir qu'un rapace ne peut pas soulever plus du tiers du poids de son corps. Or, le poids moyen d'un enfant de 2 ans et demi se situe entre 10 et 20 kg, donc ça n'est pas possible. Par contre, il faut savoir qu'un aigle royal peut très bien pousser sa proie, comme un chamois, au bord d'une falaise. Il peut très bien provoquer volontairement un accident pour se nourrir ensuite du cadavre, quoi. L'accident solitaire. Dans ce scénario, Émile serait sorti seul du village et il se serait égaré quelque part dans la nature où il aurait succombé aux éléments ou alors déçu d'une chute. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment dans quelle direction Émile serait parti. On sait qu'en général, un enfant en bas âge a tendance à marcher avec le soleil dans le dos, jamais face au soleil et plutôt dans le sens de la pente. Mais on a déjà vu des exceptions à cette règle et des enfants parfois montés en altitude. Je pense à certaines affaires de disparition d'enfants que j'ai étudiées aux États-Unis. Mais il faut se rappeler que dans le dossier qui nous intéresse, les autorités ont ratissé 97 hectares de terrain. Ils ont vérifié les alentours du Haut-Vernay dans un rayon de 5 km. Donc si Émile a bien péri dans un accident, il est raisonnable de penser qu'on l'aurait trouvé. C'est ce que la logique voudrait, mais bon, je pense qu'il faut tout de même rester prudent. Même si la piste accidentelle qui était privilégiée au début de l'affaire a semblé s'éloigner au profit de la piste criminelle, je pense que ça serait une erreur d'écarter totalement l'hypothèse d'un accident. Car rappelez-vous de l'affaire des disparus de Boscoudon, dont j'ai beaucoup parlé. On a retrouvé les corps des randonneurs des mois, voire même des années après. Et rien ne nous permet d'affirmer à 100% que le corps d'Émile n'est pas quelque part dans la région, dans un trou, une faille, un lieu difficile d'accès masqué par la végétation. Donc, prudence. Surtout que vu que l'automne arrive, les feuilles vont tomber, la nature va changer, la visibilité va peut-être s'améliorer. La saison de la chasse va ouvrir et des chasseurs et des chercheurs de champignons vont arpenter les bois, les prairies. Et même si la probabilité est assez faible, il est tout à fait possible que quelqu'un trouve enfin quelque chose. Ne refermons pas cette piste accidentelle. L'homicide involontaire. Dans ce scénario, Émile aurait été renversé par un ou une automobiliste sur la route, un vacancier ou quelqu'un de la région, qui aurait paniqué et mis son corps dans le coffre de son véhicule pour ne pas avoir de problème avec la justice. Personne n'a certes rien entendu d'anormal, mais les voitures électriques et hybrides sont relativement silencieuses. Et l'absence de traces de sang sur la route ne veut rien dire. Car en cas de collision, si un piéton est percuté par une voiture, il n'y a pas forcément d'écoulement de sang. Il peut seulement y avoir des contusions, voire une hémorragie interne, donc pourquoi pas ? L'acte criminel. En ce qui concerne la théorie d'un acte criminel, plusieurs cas de figure sont possibles. La piste familiale tout d'abord. Car dans ce type d'affaires, les forces de l'ordre s'intéressent toujours à l'entourage familial. On ne sait pas exactement combien il y avait de personnes dans la maison familiale au moment de la disparition d'Émile, mais apparemment il y avait pas mal de monde. On a parlé d'une dizaine de personnes, il y avait apparemment beaucoup d'oncles et de tantes d'Émile, dont certains ont le même âge que lui, parce que c'est une grande famille. Les gendarmes ont fait leur travail, ils ont auditionné tout le monde, et le procureur a rappelé qu'il n'y avait aucun élément pour incriminer les proches. Autre possibilité, un kidnapping. Vu les circonstances de la disparition d'Émile, il est indispensable d'évoquer un possible kidnapping. Parce que vu qu'Émile a selon toute évidence quitté le village et peut-être même le secteur du Haut-Vernay, il a pu être pris par quelqu'un qui l'aurait emmené de force à bord de son véhicule. Et pourquoi pas près de la fontaine ?
Ça pourrait expliquer pourquoi les chiens pisteurs ont marqué à cet endroit sans aller plus loin. Émile a donc pu faire une mauvaise rencontre. Il aurait pu tomber sur un détraqué qui l'aurait enlevé par opportunisme ou sur une femme en mal d'enfant. Les parents d'Émile et de nombreux habitants du Haut-Vernay pensent que l'enfant aurait très bien pu suivre un adulte. Mais rien n'est simple dans cette affaire. Parce que le hameau du Haut-Vernay est vraiment isolé. Tout le monde se connaît là-bas, et dans ce genre de village, il y a une forme d'autosurveillance. Et aucun individu suspect n'a été a priori repéré au moment de la disparition de l'enfant. Signalons tout de même que le 21 août 2023, l'enquête pour recherche des causes de la disparition du petit garçon a été élargie aux chefs d'enlèvement, arrestation, détention et séquestration de mineurs. On a changé le cadre juridique de l'enquête, non pas à cause d'un indice particulier, mais car il permet de procéder à des mesures de garde à vue et des écoutes téléphoniques, ce qui n'était pas possible dans le cadre initial. Cela donne plus de moyens d'enquête aux gendarmes. La dernière théorie dans cette affaire, c'est celle du crime. Car même si c'est horrible à imaginer, Émile a très bien pu faire l'objet d'un crime odieux, il a très bien pu faire une mauvaise rencontre, croiser la route d'un prédateur, ou même être finalement une victime collatérale si sa famille a fait l'objet d'une vengeance d'ordre personnel ou politique. L'éventualité d'une vengeance est possible dans la mesure où le grand-père d'Émile a été victime d'un incendie criminel 3 ans plus tôt. Et si une ou plusieurs personnes en voulaient à cette famille pour des raisons qui leur appartiennent, ils ont pu faire du mal à Émile. On sait que, par vengeance ou par jalousie, certains sont capables du pire. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler de l'affaire du petit Grégory. En conclusion, voilà où on en est, 2 mois après le début de cette affaire. On n'a pas beaucoup avancé malheureusement, malgré les moyens colossaux mis en œuvre par les gendarmes pour résoudre l'affaire. L'énigme reste encore malheureusement totale à l'heure actuelle. L'une des fragilités de ce dossier est le manque de témoins visuels et auditifs du petit avant qu'il ne se volatilise. Parce que les 2 témoins principaux de l'affaire, qui paraissaient être des témoins clés, parce qu'ils auraient vu l'enfant descendre la rue, ne sont peut-être pas aussi fiables qu'on pensait. Donc pour terminer, souhaitons un dénouement heureux de cette affaire, ou du moins une résolution rapide maintenant. C'est vraiment tout ce qu'il faut souhaiter pour la famille d'Émile qui traverse un cauchemar depuis 2 mois maintenant. En ce qui me concerne, je vais continuer à suivre cette affaire comme je le fais depuis le début, et je referai très certainement d'autres vidéos sur ce dossier selon les avancées de l'enquête. Et c'est pour cette raison que je vous invite, en plus de mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper ces futures vidéos. S'abonner, c'est gratuit, ça prend 1 seconde, ça ne vous engage à rien, et c'est une énorme aide pour les créateurs de contenu. Donc, merci à vous. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui sont en train de s'abonner en ce moment même, à ceux qui se sont abonnés récemment, sans oublier bien sûr les abonnés de la première heure. Merci encore, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne, et en attendant, ne disparaissez pas.